Ma préoccupation est d'ordre économique. Dans vos démonstrations, vous avez convoqué les indicateurs économiques pour déconstruire la situation économique actuelle. Et donc, pour peut-être avoir une réponse peut-être plus condensée, je voudrais de façon holistique vous poser la question suivante, à savoir, quelles sont les faiblesses structurelles de la gouvernance économique actuelle? Je veux dire du RHDP. Merci. Merci. La deuxième question. Nous savons que la loi prévoit la présence d'un avocat à chaque arrestation. Mais on constate que dans de nombreux cas, les avocats des personnes arrêtées n'étaient même pas informés. Ma question est de savoir si on peut invalider une procédure pénale si cette violation des droits est constatée. Merci beaucoup. Ça, c'est une question directement. Merci pour les deux avocats présents. Merci. On va prendre une troisième question assez rapidement. Je voudrais poser une question transversale, à la fois juridique et également à nos panélistes qui ont communiqué sur la question de l'éducation. Chers juristes, tout à l'heure, vous avez utilisé des mots forts. Et je voudrais chuter là-dessus. Chien ne mange pas chien. Ensuite, vous avez dit qu'aujourd'hui, nous voyons en Côte d'Ivoire une consécration de l'impunité. Et le thème, il est très fort. Osons dire la vérité. Parce que l'ignorance tue les peuples. Et depuis 15 ans, les gens ont fait de la communication en Côte d'Ivoire leur cheval de bataille en donnant de fausses informations. Et aujourd'hui, ce panel très riche nous permet d'avoir énormément d'informations. Chaque année, la Cour des comptes fait des rapports. Et nous constatons que dans ces rapports, il y a beaucoup d'insuffisances. Des détournements de fonds venant des entreprises publiques et parapubliques. Chers panélistes, il y a l'impunité. La consécration de l'impunité. Les personnes qui détournent, nous constatons qu'on les affecte ailleurs. C'est vrai que vous n'êtes pas le procureur. Aujourd'hui, je voudrais savoir, face à cette impunité, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut toujours continuer à laisser chien ne mange pas chien? Aux autres, nous constatons une véritable immoralité. Des gens qui détournent qu'on ne condamne pas. Est-ce que cela ne constitue pas aujourd'hui une question d'éducation? Est-ce que si on laisse perdurer la question d'éthique en Côte d'Ivoire, pour les générations à venir, ne va pas constituer un véritable problème? Parce que les gens vont s'inspirer de l'impunité. Je vous remercie. Bonsoir. Alors moi c'est Keren Kwaku Estelle. Je suis militante du PDCI, nouvelle militante. Et membre du CNTT, SEC national Tidiane Thiam. Ma question est d'actualité et j'espère avoir réponse. Comment expliquez-vous que la croissance économique tant clamée par le gouvernement ne se reflète pas de manière concrète sur l'amélioration du pouvoir d'achat de nos populations? Parce qu'elle a été tellement clamée, la croissance à 2 chiffres, 1 milliard par jour, de manière concrète, comment expliquez-vous ça? Merci. Merci beaucoup. Les panélistes vont répondre à ces premières questions, à cette première série. Je remercie celui qui a posé cette question parce que je suis un peu le co-auteur du texte qui a prévu l'intervention de l'avocat en enquête préliminaire. C'est une obligation. Une obligation
pour l'officier de police judiciaire qui reçoit une personne interpellée de lui lire ses droits, de lui dire qu'il a le droit de se faire assister d'un avocat. Et la loi est claire. S'il indique à l'officier de police judiciaire qu'il a un avocat, l'officier a l'obligation de joindre l'avocat pour lui demander de venir assister son client. S'il ne le fait pas, l'instruction est nulle et de nullité absolue. La grande question qui se pose, c'est quand l'officier de police judiciaire, il entend la personne et qu'il met dans son procès verbal qu'il a posé la question à la personne interpellée de savoir s'il avait l'intention de se faire assister par un avocat et que cette personne lui a répondu par la négative. Et c'est ce qui se passe souvent. Sinon, si la personne interpellée indique à l'officier de police judiciaire qu'il a un avocat qui souhaiterait que cet avocat soit présent, il a l'obligation de joindre l'avocat. Voilà. Maintenant, même quand il entend la personne qui dresse un procès verbal, ce procès verbal, en réalité, n'a pas une force probante réelle. Elle vaut devant les juridictions que comme disons simple renseignement. Elle n'a pas la force probante d'un procès verbal dressé par un juge d'instruction. Donc, pour répondre à la question, oui, l'officier a l'obligation d'informer la personne de ce qu'elle peut se faire assister par un avocat. Oui, si l'officier passe outre, son procès verbal est nul et de nul effet. Maintenant, je saute sur la deuxième question. Bon, alors, Belbessi dira, quand il dit chien ne mange pas chien, il ne parle pas d'impunité. Il ne parle pas d'impunité. Alors, c'est vrai que l'impunité dans le milieu judiciaire, elle est grandissante. C'est une réalité. Mais vous voyez vous-même, vous avez vécu dans ce pays la crise post-électorale. Aucun des militants de la rébellion à ce jour n'a été inquiété véritablement. Et pourtant, les militants du PPACI, les militants de l'opposition, ils sont attraits pour répondre des faits relatifs à ces événements-là. Le président de la République, même l'ancien président, il a été déféré à la CPI pour répondre des faits de crimes, des crimes contre l'humanité. Donc, déjà rien qu'à ce niveau, oui, on peut dire que l'impunité est consacrée, puisqu'il n'y a pas d'action de poursuite contre ces personnes. On nous dit qu'elles sont en cours. Donc, ça va faire quand même 14 ans. Et ces procédures sont toujours en cours. On ne sait pas si les rebelles, les anciens rebelles ont été interpellés. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que certains ont été remerciés. Donc ça consacre l'impunité, mais ça tout le monde nous voit. Voilà. Et quand on a parlé d'impunité, il faut bien de le dire. Il y a la Cour, il y a le rapport de la Cour des comptes, il y a des personnes qui sont indexées. L'État ne fait rien. En tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'action de poursuite. Donc si on est d'accord pour dire qu'il y a des présomptions de commission d'infraction, que des personnes ont été nommées, que l'État, du moins le procureur de la République, n'engage pas contre ces personnes des poursuites, au lieu de dire qu'on consacre l'impunité. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, quand il va, Maître Blessy va répondre tout à l'heure, quand il dit chien ne mange pas chien, il n'a pas dit, il dit non, attention, je pense, et il va développer tout à l'heure, que l'institution judiciaire, elle est un peu délicate. On entend dire que les décisions du Conseil constitutionnel
c'est vrai qu'elles sont inattaquables et qu'on ne peut pas les critiquer. Non, en réalité, c'est la juridiction, c'est la plus haute juridiction. Ces décisions s'imposent même aux autres juridictions, y compris à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes ces juridictions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les sages de la République. Et ceux qui siègent au Conseil constitutionnel, généralement, ce sont vraiment des hommes d'expérience. C'est pour ça que les anciens présidents, quand ils finissent leur mandat, ils ont la possibilité, disons, de siéger au Conseil constitutionnel. Donc ce sont les sages de la République. Bon, maintenant, ces décisions, quand vous les attaquez, quand vous les critiquez, on dit que vous portez atteinte à l'honorabilité de l'institution. Donc, en réalité, il faut savoir les critiquer. Parce que tout cela participe à l'évolution doctrinale. Et on a vu que le Conseil constitutionnel, dans certains pays, a révisé sa propre jurisprudence. Donc, un revirement jurisprudentiel peut s'opérer au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, ce revirement-là, en réalité, ne peut se faire que si la doctrine intervient pour attirer l'attention des magistrats du Conseil constitutionnel sur les erreurs de droit. Parce que quand même ce sont des hommes, ils sont les sages de la République, mais ce sont des hommes. Le fait qu'on ait dit que la décision n'est pas susceptible de voie de recours, ça ne veut pas dire que le Conseil constitutionnel ne peut pas revirer sa propre jurisprudence. Elle peut revirer sa propre jurisprudence si les doctrinaires, disons, interviennent pour expliquer sans injure, sans attaque, mais vraiment en droit les décisions du Conseil constitutionnel. Et il y a matière aussi à discussion, il y a matière à critique. Voilà. Chez les avocats, il y a un conseil de discipline. Une fois que tu as commis une faute par rapport à la déontologie qui régit notre métier, tu es traduit devant le conseil de discipline. Tu peux avoir un blâme. Tu peux être radié. Chez les magistrats aussi, il y a un conseil de discipline. Je sais que certains magistrats ont été convoqués devant le conseil de discipline. Mais quand je dis que chien ne mange pas chien, c'est pour dire simplement que du fait de la déontologie de l'avocat à laquelle je dois participer, je ne suis pas habile devant vous à critiquer avec des exemples la magistrature. Je peux le faire. Je ne peux pas le faire. Mais j'ai dit que le pouvoir politique inféode le pouvoir judiciaire. Je pense que ça suffit pour comprendre la totalité de ce que je devais faire. Si j'étais avec vous dans votre bureau, je pourrais vous faire partager des anecdotes croustillantes qui permettent de cristalliser ma position complètement. Mais je ne puis le faire. Le faire constituerait une offense à magistrat. Nous connaissons la loi. Donc on ne s'aventure pas. Non, mais il faut nuancer. La décision du Conseil constitutionnel, c'est totalement différent. Mais sinon, l'avocat au quotidien, il critique les décisions du juge. Quand vous exercez une voie de recours, vous critiquez la décision du juge. Mais la décision, le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction vraiment à part. C'est la juridiction des juridictions. Si on critique la décision du Conseil d'État, on critique les décisions de la Cour de cassation. A fortiori, les décisions des juridictions inférieures, on les critique. Mais le Conseil constitutionnel, c'est différent. J'ai critiqué avant-hier. J'ai critiqué encore il y a 4 jours, il y a 5 jours. En tant qu'avocat constitué par le président Tidiane Thiam pour sa candidature, j'ai le droit d'apprécier
une décision qui a été rendue et qui préjudicie les droits de mon client. En tant qu'avocat, praticien du droit, j'ai le droit de mettre un avis sur l'application de la loi telle qu'elle est faite dans la décision du Conseil constitutionnel. En tant que député de la nation, j'ai le droit, devant mes concitoyens, de leur expliquer la décision du Conseil constitutionnel et de relever les insuffisances qui sont nombreuses et énormes dans cette décision. C'est vrai, il y a à se retenir, mais mes critiques sont des critiques techniques qui ne concernent pas le magistrat ou bien les magistrats qui composent le Conseil constitutionnel. J'apprécie en droit la décision. Et je l'ai dit et je le répète encore, cette décision du 8 septembre n'honore pas la justice ivoirienne. Voilà. Merci, je pense que c'est toute la question pour qu'on aille vite. Voilà. Merci beaucoup, maître. Il y a une question qui concerne directement les panélistes qui ont traité du sujet du bilan économique et social. C'est de savoir comment expliquer que la croissance économique annoncée par le gouvernement ne se traduise pas par une amélioration du pouvoir d'achat des populations. Donc, je laisse la parole à M. Kwasi Kwame. À moins que, docteur, madame la professeure, madame la ministre, vous voulez directement répondre. Oui. Non, je voudrais d'abord répondre un peu à la question du docteur qui a parlé de l'impunité. Est-ce que c'est une question d'éducation? Parce que c'est ce qu'il a demandé. Et je pense que ça, c'est un problème important, c'est un problème de société. Parce que nous constatons beaucoup de dérapages, aussi bien au niveau des acteurs de santé que des acteurs d'éducation. Nous n'avons pas mis l'accent sur les histoires de fraude, de corruption, etc. dans ces deux systèmes, mais c'est quelque chose qui est constaté. C'est pourquoi vous avez vu dans nos propositions la responsabilisation et la redevabilité. C'est-à-dire les citoyens qui exercent une profession doivent savoir que d'accord, il a le droit d'exercer, il a le droit peut-être de se tromper, mais n'a pas le droit de faire sciemment des erreurs dans sa profession. Mais il le fait parce qu'il ne rend pas compte. Et la société africaine a tendance à demander qu'on ne punisse pas. On demande pardon. Vous voyez, quelqu'un fait une faute. Il y a eu un cas flagrant à Daloa où un médecin a fait le diagnostic d'une césarienne et puis parce qu'il était fatigué, il est allé dormir. Et la femme est décédée avec le bébé. Voilà, c'était à Daloa. Donc, on n'a pas puni. Les gens ont porté plainte. Donc, votre question est juste. Ça veut dire que depuis l'école, où on faisait la morale, il faut apprendre aux citoyens même à reconnaître ses devoirs. Et ça commence par l'école primaire, ça commence par la famille, où la morale doit être enseignée. Et dans les systèmes comme la santé, il y a la déontologie. C'est aussi un cours, on apprend la déontologie, comment se comporter devant les patients. Et si on fait des fautes, il y a aussi des sanctions qui peuvent être appliquées, d'abord par l'ordre, c'est l'ordre des médecins par exemple qui est habilité à entendre un médecin qui a fait une faute et puis propose maintenant la sanction. Mais de plus en plus, ces choses-là ont tendance à disparaître. Donc votre question est très juste. Est-ce qu'on va rester dans un système où la responsabilisation et la redevabilité n'est pas enseignée ou n'est pas mise en pratique? C'est pourquoi je voulais insister, revenir sur sa question. Quant à la cherté de la vie, je préfère laisser pour M. Kwasi répondre. Alors, il y a deux questions. Une question sur les faiblesses structurelles de la gouvernance actuelle. Et puis l'autre sur comment expliquer que la croissance annoncée ne se traduise pas par une amélioration du pouvoir d'achat. Alors, s'agissant de la première question,
il faut voir comment notre économie fonctionne. Notre économie fonctionne aujourd'hui comme l'économie de la colonie Côte d'Ivoire fonctionnait. Il n'y a pas grand changement. On produit des matières premières pour alimenter les usines en Occident. On a un marché captif pour les produits produits par les industries occidentales, et on est également une zone d'investissement des investisseurs des pays développés, l'investissement direct étranger. Voilà un peu comment notre économie fonctionne. Et avec ça, structurellement, avec cette composition structurelle, ce fonctionnement de l'économie, on ne peut pas vraiment se développer. Donc il faut rompre avec la dépendance excessive aux matières premières. Il faut que nous-mêmes nous puissions transformer ces produits. Moi, je retiens que quand vous regardez tous les pays, les richesses du pays, ce sont les nationaux qui, même s'il faut l'exporter à l'extérieur, c'est les nationaux qui l'exportent. Mais nous, dans notre cas, ce ne sont pas les nationaux, c'est que ce soit le cacao, que ce soit l'anacarde, soit c'est les Vietnamiens, soit c'est les Occidentaux, et donc avec ça, on est vraiment une économie de type colonial, c'est pas différent. Ensuite, on a une faiblesse structurelle en matière de financement. Et les ressources internes sont très faibles, parce que le secteur informel, qui représente près de 40 à 50% du PIB, n'a pas une contribution fiscale à la hauteur. Et donc, on a structurellement cette faiblesse des recettes fiscales. Donc, il faut vraiment, je pense que le PDCI a des propositions de solutions dans ce sens. Le moment venu, ce sera dévoilé. Mais je pense que il faut élargir la base fiscale. Mais il faut également aussi se rappeler que, moi j'ai l'habitude de dire que quand vous prenez tous les pays occidentaux qui se sont développés, ils ont eu à un moment donné un mécanisme d'accumulation de capital national. Parce que si on compte uniquement sur les recettes ou sur l'extérieur pour financer notre développement, on ne pourra jamais se développer. Aucun pays ne s'est développé avec un financement extérieur. Ça n'existe pas. À part le plan Marshall qui visait à réhabiliter, que ce soit les pays, l'Angleterre, la France, les États-Unis, c'est un mécanisme d'accumulation de capital. Même la Chine, tout ce qu'ils vendaient à l'extérieur leur permettait d'accumuler du capital financier. Et c'est avec ça qu'ils faisaient les investissements. Donc, et nous, la Côte d'Ivoire, on a eu cette expérience-là avec le président Fauboigny, le miracle ivoirien. Le miracle ivoirien, c'est un mécanisme d'accumulation de capital qui a fait le miracle ivoirien, l'excédent de la caisse de stabilisation. Donc, si on n'a pas un système de ce type-là, à travers ou sous forme de fonds souverains, on sera toujours dépendant du financement et on sera toujours dépendant du financement extérieur et on sera toujours obligé de s'endetter de façon croissante. Il y a un point également que je voulais souligner sur cette faiblesse structurelle, c'est le rôle de l'État. Et là, malheureusement, les politiques dans les pays africains, dans les pays en voie de développement, ont adopté cette doctrine du Fonds monétaire qui veut que l'État vraiment soit limité à la portion congrue. Et ça, c'est une erreur. Partout, l'État a joué un rôle promoteur. Là où l'initiative privée est inexistante, l'État doit pouvoir lancer une activité de production de richesses basée sur la valorisation des ressources intérieures. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait par le passé. Beaucoup d'entreprises privatisées aujourd'hui ont été des entreprises d'État. Elles ont été ensuite privatisées. Moi, j'ai été surpris même d'apprendre qu'un pays comme Taïwan, qui est un modèle de réussite économique
hein, notamment du secteur privé, mais près de la moitié, jusque dans les années 2000 et quelques là, dans les années 2000, près de la moitié de la production industrielle était le fait de sociétés d'État. Donc, cette question du rôle de l'État est importante. Moi, je prends souvent des exemples. On produit près de 2 millions de tonnes de cacao, mais il n'y a que la fève qui est valorisée. Tout le reste, ça peut être valorisé, mais comme il n'y a pas d'investisseur qui vient le faire, bon, on est là, l'État regarde et chaque année, on a ces gâchis. C'est pareil également pour les mangues au nord qui pourrissent alors qu'on peut les transformer. Donc, cette question du rôle de l'État est importante. Sur la question de pourquoi la croissance annoncée ne se traduit pas par une amélioration du pouvoir d'achat des populations, je vais indiquer qu'il y a... C'est une question d'implication des nationaux, hein, on l'a dit tout à l'heure, et c'est une question de création d'emplois. Si les nationaux sont impliqués, naturellement, ils vont tirer profit de cette richesse qui est créée. Si la croissance se traduit, est riche en emplois, ceux qui ont ces emplois-là aussi vont recevoir des revenus. Et donc, il y a d'abord cet aspect-là, l'implication des nationaux, une croissance vraiment riche en emplois, parce que le secteur extractif, minier et pétrolier, c'est pas des secteurs moteurs de l'économie, c'est des secteurs qu'il faut considérer comme pourvoyeurs de ressources. Ils peuvent pourvoir des ressources, mais l'impact en termes d'emploi, l'impact sur les autres secteurs est faible. Et l'autre élément que je voulais indiquer également dans les pays développés, c'est les transferts sociaux. Généralement, dans les pays développés, il y a les transferts sociaux qui sont faits aux populations les moins favorisées. Bon, c'est coûteux. Dans les pays en voie de développement, ce n'est pas le cas. Mais nous, l'élément sur lequel il faut jouer pour améliorer la situation sociale et réduire la pauvreté, c'est les prix aux producteurs. Parce que si on veut réduire la pauvreté, le domaine dans lequel on peut avoir un plus grand impact, c'est sur les prix aux producteurs. Parce que les prix aux producteurs, l'agriculture a un effet d'entraînement vraiment plus large au niveau de l'économie. Maintenant, le dernier point, c'est sur la cherté de la vie et puis la qualité des services sociaux. Alors, quand on regarde la question de la cherté de la vie, il y a 2 ou 3 points que je voulais souligner. Il y a 4 composantes, 4 postes. L'alimentation, le transport et puis le logement constituent la moitié des dépenses des ménages pratiquement. Donc si on veut vraiment avoir un effet significatif en matière de pouvoir d'achat, il faut des politiques ou des mesures fortes dans ces 3 domaines-là. Au niveau de l'alimentation, la politique agricole. Et là, on le voit, l'agriculture vivrière ici occupe une place marginale, je dirais. Les politiques agricoles, généralement, c'est sur les produits d'exportation. Dans les pays occidentaux, quand ils parlent de politique agricole, c'est sur le maïs, c'est sur les produits alimentaires. Mais ici, on a une politique agricole qui est extravertie, tournée vers les produits à l'exportation. Et avec l'augmentation de la population, mais à un moment donné, la production ou la disponibilité des produits vivriers par habitant sera réduite. L'autre aspect, c'est au niveau du logement également. Là aussi, il faut une politique qui permette aux populations d'avoir des logements. Et là, en ce moment-là, bon, ça diminuera le poids sur le coût des ménages.